Alors, Roger va vous dire, à la fin, il va vous dire, c'est pour ça que vous allez rester jusqu'à la fin, il va vous dire pourquoi il est devenu franc-maçon. Et moi, je vais vous dire tout de suite. J'y suis rentré, en fait, par erreur. J'y suis rentré par erreur parce que j'étais très, très curieux de choses philosophiques, sociologiques, etc. Pour mon métier, c'était un métier affreux, je n'ose même pas vous dire ce que c'était. Donc, et dans ce métier, je lisais des gens comme Baudrillard et tout ça, et Péninou, et j'étais forcément confronté à des problèmes de symbolique. Et j'entendais parler toujours de la symbolique maçonnique, mais je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, mais je vais aller voir. Et je suis arrivé comme ça, chez un peu, je suis désolé, mais je me suis dit, je suis chez les fous, voilà. Et donc c'est simplement, je vous dis ça pas pour vous faire pleurer, ni pour vous faire rire, mais pour vous dire que souvent on rentre en maçonnerie, pas toujours pour les bonnes raisons, ou pas toujours pour des choses qu'on... Généralement, la question qu'on se posait avant est tout à fait déclassée par la question qui vient tout de suite après, à savoir, qu'est-ce que je fais ici et pourquoi j'y reste? Et ensuite, c'est, mais pourquoi j'y passe autant de temps et pourquoi j'y consacre autant d'énergie? Voilà. Et la question, heureusement, cette question n'a pas été traitée directement par Roger, je l'en remercie. Et d'ailleurs, la réponse, vous savez, toutes les réponses sont dans le rituel. Donc elles sont, la réponse est dans le rituel, ou dans les rituels, et dans les obédiences, elles divergent. Et cette réponse, c'est d'abord que, sauf à me tromper complètement, mais c'est que la franc-maçonnerie vous offre quelque chose tout de suite, qui est une espèce d'échappée de l'esprit, une échappée de l'esprit, en dehors de ce qui nous est donné à vivre tous les jours, dans nos familles, dans nos cercles d'amis, dans notre vie professionnelle. Et cette échappée de l'esprit, c'est quelque chose qui se fait d'une manière particulière. Alors, dans certaines obédiences, c'est vrai qu'on va essayer d'aborder des problèmes fondamentaux de la société ou de la condition de l'humanité souffrante, etc., contemporaine. Dans d'autres obédiences, dans la mienne, on va se trouver dans un contexte qui est tout à fait particulier, qui est celui de la fraternité. C'est très frappant, vous savez. En fait, moi, j'avais été très surpris le jour de ma réception dans la Société des Frères, très surpris, d'abord parce que j'avais vécu, mais surtout par la qualité du regard que j'ai lu dans les yeux des frères qui étaient là. J'ai vu ça, j'ai pas vu ça. Je vais quand même rester pour voir de quoi il s'agit. Et je me suis trouvé, et c'est sans doute votre cas aussi, même dans des obédiences dites libérales, dogmatiques. Mais ces sociétés, ces obédiences ne se résument pas à des think-tanks. C'est la raison pour laquelle on peut parler entre nous. Nous ne sommes pas simplement un think-tank. Nous ne sommes pas uniquement concurrents de Terra Nova ou de l'Institut Montaigne. Non, il se passe quelque chose dans cette tenue, dans les tenues maçonniques, qui fait qu'on se trouve dans une espèce de creuset. Une espèce de creuset dans lequel sont convoqués, et c'est rare. Et c'est rare. C'est rare parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres lieux. Et c'est pour ça que c'est un lieu, dans le fond, qui est un espace construit de façon très, très particulière. On va se trouver dans le creuset de ce qui est de l'ordre de la philosophie, de l'ordre de la science, puis de l'ordre de la métaphysique, et pour certains, pour beaucoup, en tout cas pour ceux qui nous concernent avec l'Université française, on se trouve également confronté, on trouve dans le creuset maçonnique, la question de la foi. Pas forcément de la foi religieuse X ou Y. Nous avons dans nos loges aussi bien des chrétiens, des protestants, ils sont toujours chrétiens, des musulmans, des juifs, bref. Et on est là, et tous ensemble, on se pose des questions quand même qu'on espère assez fondamentales. Et puis il se produit à ce moment-là quelque chose. En tout cas, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Donc j'ai l'impression que ça arrive à tout le monde. C'est ce que j'ai appelé, moi, le déclic du bien.
C'est-à-dire que, moi, vous savez, j'ai toujours d'ailleurs une espèce de petit démon intérieur. Je l'adore, je le chéris, parce qu'il me permet de faire des blagues, de jamais croire complètement à ce qu'on me raconte. Mais là, j'ai trouvé le moyen de l'apprivoiser et de me dire, mais tiens, oui, peut-être, il y a quelque chose qu'on pourrait faire tous ensemble. Ce serait oser l'appeler le bien. Voilà. Et cette route vers le bien, elle est balisée dès le départ. Elle est balisée dès le départ en loge. On demande, ah pardon, ah oui c'est vrai, ben, je recommence depuis le début alors. Hein. Donc oui, cette route vers le bien, elle est balisée dès le départ. Vous vous souvenez, alors ça dépend des rituels, ça dépend sans doute, mais on dit qu'on accepte en loge, donc des candidats qui sont libres et de bonnes mœurs. N'est-ce pas? On a tous entendu cette phrase. Ceux qui ne sont pas là sont pas. Mais parmi vous, je ne pense pas que ça va vous choquer. Alors, être libre de bonnes mœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà peut-être être de bonnes mœurs. Ça veut dire qu'on n'arrive pas en maçonnerie par hasard, comme un animal sauvage. On a essayé déjà de se construire des valeurs, des sacro-saintes valeurs. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, c'est formidable, les valeurs. C'est ce qui permet aux uns et aux autres de dire qui ils sont. Ah, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ah, ça me reprend, c'est mon métier de publicitaire. Non, donc nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et c'est comme ça qu'on se croit différent. Et on peut dire que certains... J'ai vu, moi, dans des rapports d'enquête ou dans des entretiens que j'ai pu avoir avec des candidats, ah oui, j'ai envie de devenir franc-maçon parce que j'aime bien vos valeurs. Au point que, pour certaines obédiences, ça pourrait être une tentation de se livrer à un véritable marketing des valeurs. Et de dire, bon ben voilà, vous avez un panier de valeurs, vous avez des prunes, des poires, des pommes, ben tiens, nous, vous savez, on a des oranges. Je pense que, en tout cas, pour ce qui concerne la Grande Loge nationale française, on fonctionne de façon un peu différente, parce que ça veut dire que, effectivement, on est de bonnes mœurs, mais on est libre. On est libre, ça veut dire qu'on est très attentif à ce que les personnes que nous acceptons, qui nous rejoignent, soient suffisamment libres d'esprit pour remettre en cause tout ce panier de valeurs avec lequel ils arrivent. On pourrait presque même considérer que ces valeurs, on appelle ça des métaux, et on va les laisser à la porte du temple, c'est-à-dire qu'on va déconstruire. On va commencer par déconstruire dans le silence. Et ça, c'est une démarche quand même relativement originale. Et en même temps qu'on va déconstruire les valeurs qui font notre fierté, on va aussi être attentif à casser une chose très importante qui nous habite, qui est notre orgueil. Voilà. Donc cette déconstruction de la personne permet, d'après nous, de penser à se reconstruire, et c'est l'image du temple de Salomon, qui est quand même encore présente même dans les obédiences libérales. Donc c'est cette image de reconstruction qui est pratiquée à travers une méthode, à travers des outils qui sont les symboles et qui sont une gradation dans la démarche. Et cette reconstruction, nous, à la Grande Loge nationale française, nous la faisons à la gloire du grand architecte de l'univers, ou plutôt que nous disons Dieu, grand architecte de l'univers. Alors on l'appelle grand architecte de l'univers parce qu'on ne veut pas donner une figure ou une couleur trop particulière correspondant à une religion ou à une autre. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même de nous décoller du caractère, j'allais dire, absolu de l'individualisme contemporain, de ce côté absolu. Nous sommes sujets, nous jugeons de tout dans la société contemporaine. Là, on va se décoller de cette position de sujet omnipotent et universel pour essayer effectivement de participer au monde, de participer également à la fraternité des autres qui, comme nous,
sont à l'intérieur de ce regard, qui est un regard, effectivement, d'ordre spirituel. Alors, c'est vrai que ces choses-là, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, vous allez tous l'acheter, mais c'est quelque chose d'unique, totalement unique. Non, je veux 2 minutes, non, je commence. Non, c'est quelque chose d'unique, et je pense que on est très heureux de le partager ensemble. Et c'est peut-être pas si difficile de le partager avec d'autres ou à l'extérieur. Parce que, comme on dit, c'est un privilège. C'est une chance de pouvoir devenir franc-maçon. Et je vous souhaite de le devenir, ou de le rester très longtemps, et d'en être très heureux. C'est terminé. Bravo, merci. Merci beaucoup.